tout simplement le soir, voilà, j'allais développer mes concepts, que ce soit sur, SketchUp ou d'autres logiciels pour, apprendre à maîtriser encore davantage les logiciels. Puis du coup, ce que j'adorais sur ce projet, c'est j'étais impressionné. C'était, voilà, enfin, on va toucher du béton, forcément le béton, ça va être la pierre, ça va être froid, donc là, il y a aucun souci, ça fonctionne bien. Par contre, quand il s'agit de faire du bois, on était une bande de potes et on a commencé à faire des castings. Donc on a fait, appel à la presse pour, voilà, organiser des castings. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, c'est Morgan au carré. J'accueille Morgan Fix, qui est un créatif pur, qui est un Alsacien aussi, pure souche. Et qui dit Alsace, dit proche de l'Allemagne et dit surtout Europa Park. Donc, on va parler de ce magnifique parc d'attractions et surtout de créativité, d'artistique, de construction d'attractions et plein d'autres choses lors de cet épisode. Il a aussi été impliqué dans d'autres projets dans le Middle East, au Moyen-Orient, etc. Donc, dont il va nous parler. C'est un passionné, comme à peu près tous les invités que j'ai sur ce podcast, de loisirs, de kiff et de créativité. Ça va, Morgane? J'espère que la semaine se passe bien. On est fin septembre, là, ou mi-septembre. On est en plein boom de la rentrée. C'est ça, merci, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et puis ouais, on est à une semaine de l'IAPA à Amsterdam, donc on est dans le gros rush. Ouais, c'est quoi là? Il n'y a pas pour ceux qui connaissent pas. Alors l'IAPA, c'est IAPA Expo Europe, parce que l'IAPA, c'est une association internationale sur tout ce qui touche à l'industrie du loisir. Et du coup, ils organisent plusieurs salons sur chaque continent. Et là, notamment, on sera à Amsterdam la semaine prochaine pour le salon dédié à l'Europe, avec tous les fournisseurs, que ce soit de services, de produits qui sont destinés justement à notre industrie. Ok, parce que toi, tu es aujourd'hui à ton compte, c'est ça, et tu bosses pour plusieurs clients divers et variés pour créer des attractions et des lieux encore plus fun et plus kiffants, c'est ça? C'est Plus exactement impressionnant. ça. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai ma propre entreprise et que je travaille partout dans le monde avec des marques, avec des hôtels, avec un peu de tout, des parcs aussi, parce que j'adore ça. Et alors, je tiens à préciser aussi que cet épisode n'est pas sponsorisé. Morgane n'est pas là pour faire sa promotion. Donc, on va pas parler que de ça. On va quand même parler aussi de la vision créa derrière. Enfin, même si ça y participe peut-être, mais sur tout ce que tu as fait dans la carrière. Ouais, j'allais dire, toi, tu es tombé dans la marmite comment? Déjà, tu as quel âge? Tu viens donc d'Alsace, comme je disais. Et donc, si on prend cet âge-là et qu'on remonte à l'enfance, comment tu es tombé dans ce monde des loisirs? Je parlais d'Europa Park tout à l'heure. Voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es et comment tu es tombé là-dedans. Alors, comme tous les Alsaciens, j'ai grandi avec Europa Park. C'était la journée à faire en famille une fois par an, la sortie annuelle. Et du coup, je suis tombé tout naturellement là-dedans. Voilà, j'étais passionné par ça. Je trouvais l'endroit absolument magique. Et je me suis toujours dit, je rêverais de travailler là-bas. Alors, il faut savoir que voilà, quand j'étais à l'école, j'étais pas très studieux. J'étais plus du genre à rigoler ou alors dessiner sur mes feuilles de cours plutôt que de suivre les leçons. Donc, c'était pas forcément le meilleur exemple à suivre. Mais voilà, c'est ce qui montre que j'ai toujours été créatif depuis le début, toujours imaginer de nouveaux concepts. En général, j'allais me promener dans un parc, pas forcément Europa Park, parce que ce podcast n'est pas non plus sponsorisé par Europa Park. Moi, j'aimerais bien, mais Mais bon, après, je cherche pas à faire d'argent avec le podcast en particulier. Donc, si Europa Park nous écoute, je suis là. je pense que certains, je vais faire passer le message pour que certains t'écoutent. Ok. Du coup, voilà, j'ai grandi forcément avec Europa Park, mais après, c'est des choses, je pense, qui remontent déjà à l'enfance, que ce soit aussi bien par les visites d'Europa Park, mais aussi, voilà, j'ai baigné dans une famille où le théâtre était très important. Donc, j'ai moi-même été dans un atelier théâtre jeunesse à faire des spectacles son et lumière et ce genre de choses. Donc, je pense que
mis tout ça bout à bout, ça explique un petit peu ma passion pour ce secteur. Et je me souviens, enfin, même quand j'étais plus jeune, les soirs de Noël, voilà, j'aménageais rapidement une petite scène dans le salon pour pouvoir faire un petit spectacle, intégrer des écrans, voir comment est-ce que je peux intégrer la télé avec de la fausse neige, etc. Voilà, j'avais même pas une dizaine d'années. J'ai déjà de faire des petites choses et de penser déjà à l'intégration. Ça, c'est Ouais, un tu détail voulais optimiser aussi tes important. cadeaux, toi, ça se sent. Le Père Noël, et il fallait qu'il soit gentil et généreux avec toi. Tu lui avais préparé le terrain. Ah bah, j'avais tout fait pour, mais bon, c'est pas évident. Je suis né en 25 décembre, donc c'est pas forcément un cadeau pour le coup. Ah bah écoute, c'est vrai que les parents peuvent faire passer le budget en une fois au lieu de deux, tu vois. C'est exactement ça. Vas-y, je te laisse continuer. On dérive à chaque fois, j'ai dit trop de bêtises. Donc, tu es tombé là-dedans. Dès que tu étais petit, tu faisais des choses comme ça. C'est ça. Et voilà, ensuite, bah, j'ai guidé un petit peu mon parcours, mes études par ça. Alors, au début, pas vraiment, parce qu'au début, comme tous les jeunes, j'étais aussi passionné par les pompiers, hein, l'uniforme, etc. Euh, J'avais une silhouette un peu plus sportive que celle que j'ai actuellement, mais j'y travaille. C'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, j'ai commencé en fait par faire un BEP sanitaire et social, donc rien à voir avec l'industrie du loisir. C'était juste voilà, pour devenir infirmier chez les pompiers de Paris. C'était un peu mon objectif. Et bon, bah, en cours, bah, pareil, hein, j'écoutais pas vraiment. J'étais plus en train d'imaginer des concepts pour Europa Park, etc. Déjà, Euh, tu faisais quoi? Parce que ça m'intéresse. Genre, déjà, c'est intéressant de voir peut-être la progression de carrière par rapport au BEP, mais tu dis que tu créais des concepts. Genre, tu faisais quoi? Parce qu'il y en Bah, a voilà, qui je prenais dessinent mes feuilles à carreaux n'importe de quoi sur cours. les feuilles, ouais. Mais toi, tu décidais des concepts, du coup, de loisirs, enfin, C'est ça, bah, à d'attractions. force d'aller à Europa Park, je me disais, ah, bah, on pourrait rajouter tel ou tel quartier, par exemple un quartier portugais. Le quartier portugais, il a vu le jour, il y avait une seule attraction. Je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce quartier, l'agrandir. Il y avait un bâtiment avec des façades en tôle, c'était pas du tout intégré, il y avait rien à ce niveau-là. Et en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer ce qui existe déjà, pour commencer, pour vraiment apporter cette culture Portugal, un maximum de détails, pour transporter les gens vraiment au Portugal, dans ce tout petit quartier. Donc, en représentant une architecture, différents types d'architecture, différentes régions différentes, pour justement apporter toute cette richesse-là aux visiteurs, pour qu'on puisse s'émerveiller dans cet univers-là. Ok. Ça se traduisait comment? Ouais, des dessins concept avec des couleurs, enfin, parce que si tu Alors, écoutais pas en cours, t'avais du temps, quoi, du coup, pour développer des trucs. alors bon, en cours, c'était pas les dessins forcément les plus aboutis. Alors c'était beaucoup de dessins, alors soit au crayon de papier, soit au stylo bic. Il n'y a rien de très extraordinaire là-dedans. Et puis après, c'était en rentrant à la maison où là, bah, je prenais SketchUp, qui est un logiciel 3D hyper facile à prendre en main. Et en fait, bah, voilà, je construisais un petit peu mon quartier en 3D sur la base de ce que je pouvais trouver à l'époque, pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus fidèlement possible de la réalité. Et puis après, je pouvais créer justement mes perspectives 3D, etc. C'est un petit peu ce qui m'a donné envie après de basculer en agence d'archi et de complètement changer de secteur. Ok, comment ça s'est opéré, ce changement? Bah, c'est là où voilà, par rapport à mon parcours, mon BEP en main, j'avais pas beaucoup d'options sur la table. Et l'option qui était la plus intéressante, c'était justement de suivre une formation alors, c'était tout un bac pro 3 ans, c'était une nouvelle formule de bac pro 3 ans à l'époque, et de faire ça en alternance, justement, en agence d'archi. Et du coup, ben voilà, je travaillais en agence d'archi, une semaine sur deux, j'étais à l'école, qui me permettait d'être à la fois sur le terrain et en cours. Et pour le coup, là, j'étais beaucoup plus assidu. Donc, c'était vachement plus intéressant aussi. Ok. Et là, c'est la révélation, c'est... Il y a quelque chose qui se passe et qui t'amène dans la bonne voie, on va dire. C'est Si ça, on dit ça exactement. comme Ouais, ça. non, là, vraiment, je m'épanouissais. Après, c'est vrai que, alors, en agence d'archi, on voulait, enfin, voilà, mon objectif, c'était de créer des jolis visuels, des jolis projets, plus que, du coup, créer, comprendre la technique.
Et à cet âge-là, voilà, on est encore un petit peu jeune, on veut juste créer du beau et on pense pas à tout ce qui va derrière. Et, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment en agence d'archi et avec cet objectif du coup de rejoindre les équipes d'Europa Park. Et je savais que, voilà, Europa Park, c'est une petite équipe, malgré tout ce qu'on pourrait penser, hein, que ce soit l'un des plus grands parcs d'attractions du Tu monde. parles de l'équipe qui conçoit C'est ça. l'évolution du parc, quoi, qui fait de la Et- R&D ou ensuite de l'implémentation de nouveaux mondes, nouvelles attractions, etc. Ou renouvellement d'attractions. Exactement. En tant que C'est passionné, combien de personnes? forcément, bah, bon, c'était même pas une dizaine de personnes à l'époque. Donc, c'est des personnes justement qui doivent être hyper polyvalentes. C'était 5-6 à l'époque, quelque chose comme ça, si je dis pas de C'est bêtises. c'est quoi l'époque? Parce que t'as quel âge du coup déjà? Tu l'as pas dit. Ouais, bah, du J'aime coup, bien. j'ai 33 ans. Je vais Ça avoir va. 33 ans en décembre. Donc, ça remonte un petit peu. J'avais une quinzaine d'années, j'étais passionné. Donc, je suivais les chantiers en cours quand j'allais sur Europa Park ou quand je me promenais dans la région. J'allais voir si on pouvait pas apercevoir un petit bout de chantier pour voir un petit peu comment tout ça était en train de se mettre en place. Je suivais tout ce qui était à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, donc il n'y avait pas de making-of, il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait des DVD justement qui retraçaient le chantier. Donc on voyait vraiment les coulisses. Et là, c'était vraiment intéressant. Et c'est ça qui m'a passionné. Donc j'ai vraiment pu voir en fait comment ils mettaient tout ça en place. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je veux faire partie de ça. Et pourquoi pas Europa Park, ça, ce serait le kiff, pour le coup. Et du coup, voilà, j'ai vraiment suivi ma carrière, surtout en tout cas mes études, en me disant, voilà, l'objectif en étant Europa Park, comment est-ce que je peux faire? Là maintenant, bien sûr, il y a la partie archi, mais il y a toute une partie créative, il y a la partie technique, il y a la partie master planning, quand il s'agit d'aménager tout un quartier ou d'imaginer le développement futur d'un parc. C'est un autre métier encore que le métier d'architecte au Ouais. sens propre. Il y a la partie aussi décoration intérieure. Donc, il y a énormément de casquettes, en fait, parce que voilà, c'est une toute petite équipe, et puis c'est une équipe qui doit être hyper polyvalente. Donc, sur cette base-là, bah, j'ai d'abord fait assistant d'architecte, ensuite, je suis parti sur... Du coup, c'est ça. Là, c'était Bac Pro 3 ans. Ce que dit ton LinkedIn aussi, c'est 2009-2015. C'est ça, agence Tu fais d'archi. ça. Ouais. Et Exact. ensuite, là, tu commences à plonger un petit peu plus Dans ce qui est dans le loisir. décoration intérieure Exactement. et urbanisme aussi. Et Ok. par la suite. Et en fait, c'est seulement après, voilà, à la fin de mes études, où je me suis dit, allez, est-ce que je continue sur un master ou pas? Et en fait, j'ai eu une opportunité de dingue pour partir en région parisienne pour une entreprise qui fabrique des décors pour justement des parcs comme le Puy du Fou, par exemple, ou comme Europa Park aussi, à l'époque. Mm. Donc AAB, là, c'était si on dit pas de AAB, bêtises, c'est ça. Atelier Artistique Ouais. du Béton. Donc, c'est une entreprise qui fabrique justement tous les décors pour les parcs à thème, ou pas que, hein, parce que voilà, on a travaillé aussi sur des projets de parcs aquatiques, des projets de la rénovation, par exemple, de la grotte de Lascaux. Enfin, il y a toute une partie fictive de la grotte de Lascaux on peut, nous, du coup, visiter, parce que la grotte de Lascaux, elle est fermée au public, il n'y a que les scientifiques qui ont accès, énormément de contraintes par rapport à tout ça. Donc du coup, ça permet voilà, de créer des choses intéressantes, de découvrir, de comprendre sur le terrain comment est-ce qu'on va construire tous ces décors. Parce que voilà, effectivement, dessiner des décors, c'est un petit peu donné à tout le monde. Hein. Tout le monde peut prendre un stylo et dessiner. Hein. Tout le monde, on me dit toujours, ouais, mais Morgane, t'as un talent. Non, il n'y a pas de talent, je suis désolé. Pour moi, il y a pas c'est pas un talent, ça se travaille. C'est une compétence qui peut se travailler, on peut l'améliorer. Mais tout le monde peut prendre un stylo et dessiner, ça, j'en suis persuadé. Ouais. Ouais, il faut un peu de temps quand même avant d'arriver à un résultat qui est top. Parce que moi, si je commence à dessiner ça, ça va pas le faire. Hein. Eh ben, faut prendre le pari. Je prends le pari et puis on va essayer de faire un projet ensemble où je te laisse dessiner. Il risque de tomber à l'eau. Moi, je serais peut-être meilleur sur la partie business ou ce genre de choses, ou de réflexion créative de base, mais artistique, on n'est plus là, quoi. Ah, un petit peu quand même, mais ça va vite être limité. Mais comment tu développes cette compétence? Ouais, toi, c'est l'archi surtout, parce que ça va aider, mais à ceux qui veulent demain. Bah après, la partie archi, pour le coup, ça m'a vraiment... Voilà, pendant 6 ans, 7 ans, j'ai vraiment appris à, voilà, comment on conçoit
tous les plans techniques, les plans, que ce soit sur AutoCAD, qui est un logiciel 2D, ou après les logiciels 3D, Archicad, enfin, il y a énormément de logiciels archi. SketchUp, j'utilisais déjà pendant mon temps libre quand j'étais plus jeune, donc je maîtrisais déjà pas mal ce logiciel 3D. Donc ça m'a permis d'approfondir tout ça. Après, voilà, je suis quelqu'un, j'ai toujours été hyper passionné par ce secteur. Et du coup, quand je vais visiter un parc, qu'importe lequel, ou surtout Europa Park, vu que c'était juste à côté de chez moi, voilà, je prends plein de photos et sans cesse, j'arrêtais pas de penser mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça, etc. Et en fait, tout simplement, le soir, voilà, j'allais développer mes concepts, que ce soit sur SketchUp ou d'autres logiciels, pour apprendre à maîtriser encore davantage les logiciels, apprendre à développer aussi. Il y a énormément aujourd'hui avec Internet, c'est super facile de chercher, de comprendre, d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, on a énormément de sites en ligne avec des cours en ligne pour justement développer de nouvelles compétences. Et du coup, ça, c'est des choses que j'ai fait quand j'étais plus jeune pour développer comment faire un concept art, etc. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui sur Internet, ça nous aide énormément. Ouais, parce que du coup, tu as développé un profil assez polyvalent, j'ai l'impression. Enfin, on a eu un petit échange avant ce podcast où tu me disais tout ce que tu traitais comme sujet. Peut-être que dans un projet, tu fais pas tout de A à Z, mais au moins tu peux parler à différents corps de métier ou plus facilement parce que tu as ce côté autodidacte et passionné, j'ai l'impression. Toi, c'est parc d'attractions. Du coup, aussi, c'est vraiment ça le truc. Environnement immersif, tout ça, parce que tu as touché à d'autres projets, enfin, on va y revenir. Je me pose la question. Quelle est alors, ta vraie c'est passion marrant base, parce quoi, que tu parles effectivement, d'Europa Park. c'est ça, c'est vraiment le parc qui m'a donné en fait goût à ce métier, sans comprendre qu'il y avait en fait toute une industrie derrière. Et au fur et à mesure, j'ai découvert après qu'il y a TEA, qui est une autre association qui regroupe vraiment les créatifs de l'industrie du loisir. Et là, en fait, je me suis rendu compte que waouh, il y a énormément de métiers derrière. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on apprend aussi ce qui se fait chez Disney, par exemple, qui sont un petit peu les maîtres à l'échelle mondiale dans ce secteur-là, on se rend compte que, voilà, nous, à Europa Park, on avait une polyvalence de par nos compétences et nos profils. Mais après, Disney, c'est une autre échelle où là, voilà, on est graphic designer, pardon. Alors voilà, on va faire juste du graphic design, que ce soit des posters, des enseignes, ce genre de choses. On va être architecte, on va être derrière un bureau à faire du plan technique de la journée, comprendre comment où est-ce que la ventilation va passer, etc. Ce genre de choses. Donc, moi, j'ai à la fois l'expérience archi, j'ai cette créativité. C'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est marrant. Alors, je reviens brièvement dessus, mais en tant qu'Alsacien, ce que je dis souvent pour me présenter, c'est que voilà, l'Alsace, c'est un territoire qui était un moment allemand, un moment français, allemand, français, qui a basculé plusieurs fois. Et du coup, je trouve que j'ai en fait le mix parfait entre la créativité française et la rigueur allemande. Pour faire voilà, une petite. On a dit que c'était pas un podcast de pub. Ouais, mais là, c'est la promotion de l'Alsace pour le coup. Allez, ça c'est les chauvins de l'Alsace surtout, comme les Bretons. Et on va avoir des drapeaux dans tous les sens, là, ça va sortir, ça y est. Tous les chauvins français vont sortir. Avec des bretzels. Yes, ok. Non, mais c'est un peu ce qu'on avait discuté et ce qui m'avait marqué là-dedans. Raconte-nous un petit peu, on reviendra après sur d'autres étapes de ton parcours, mais sur le sujet AAB, du coup, tu faisais quoi exactement avec eux? Ce qui t'a permis vraiment de rentrer dans le monde des loisirs, du coup. Et après, on partira sur Europa Park, on reviendra là-dessus et sur la suite. Alors AAB, c'était déjà pas facile pour moi parce que voilà, en tant qu'Alsacien, quitter sa région, déjà à l'époque où j'étais étudiant, moi je suis originaire du sud de l'Alsace, du Haut-Rhin. Quand il a fallu partir à Strasbourg, c'était déjà toute une histoire. Donc je vous raconte pas quand je suis parti sur Paris, c'était une autre histoire. Mais du coup, voilà, à AB, j'étais 5 jours en région parisienne. Sur ces 5 jours, il y avait 2 jours où j'étais au bureau, le lundi et le vendredi, et puis après, il y avait 3 jours où je partais en fait sur les chantiers, un peu partout en Europe, que ce soit en Suisse, que ce soit... j'avais fait le Puy du Fou aussi, il y avait un hôtel là-bas, on était en train de faire des façades.
Donc, ça me permettait de suivre les chantiers pour vraiment comprendre comment on fait. J'ai appris énormément, ça me permettait de manager en fait les différents projets à ma petite échelle, à mon humble niveau. Et puis, comme j'étais un créatif, on m'a dit, de temps en temps, il y avait des petits détails. Par exemple, des détails de corniche à faire pour l'hôtel du Puy du Fou. Tiens, Morgane, tu peux faire ça, tu proposes. Donc, on me laissait proposer aussi des petits détails comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet de toucher à la technique, mais toujours avoir cette partie créative, de faire des recherches, parce que effectivement, il y a des styles architecturaux à respecter. Donc, on peut pas faire non plus n'importe C'est quoi. quoi un bon décor, du coup, avec ta vision par rapport à tout ça et ton expertise aujourd'hui, quoi? Ah. Alors, moi, je suis... Alors, je sais plus comment on dit en français, picky. Minutieux, un détail. Ouais, je suis hyper exigeant, pardon. Moi, je suis hyper exigeant sur les détails. Et du coup, voilà, quand je vais travailler sur n'importe quel projet, j'essaie de faire un maximum de recherche pour que ce soit le plus fidèle possible à la réalité. Parce que l'objectif, c'est ça. Si on veut transporter les gens, il faut qu'ils y croient un maximum. Et ça va être l'utilisation des matériaux aussi, par exemple. Puis du coup, ce que j'adorais sur ce projet, j'étais impressionné. C'était, on va toucher du béton. Forcément, le béton, ça va être la pierre, ça va être froid. Donc là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. Par contre, quand il s'agit de faire du bois, il y a d'autres parcs. Par exemple, si je prends l'exemple d'Europa Park, ils vont plus utiliser du béton projeté aussi pour faire du bois. Sauf que quand on va toucher ça, on va sentir que c'est pas du vrai bois, donc ça se sent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'indirectement les visiteurs le ressentent aussi. Et quand on a un projet comme le Puy du Fou, où là on va avoir du vrai bois qui va être mis en façade, etc., on va tout de suite sentir beaucoup plus de chaleur et d'authenticité en fait sur le projet. Et là, je trouve que c'est un projet réussi. Et puis après, je parle pas de l'intégration, tous les détails, etc., où ça c'est encore un autre niveau. Merci, tu peux en parler. On est là pour ça. Ok, bon, alors il va nous falloir 1 heure de plus. Mais après, effectivement, moi, ce qui me passionne, et c'est marrant, parce qu'à l'époque où j'étais en agence d'archi, je me souviens que j'avais un de mes boss qui me disait toujours Morgane, il faut que tu ailles le week-end sur le chantier, il faut que tu comprennes, faut que tu lises tous les livres avec les détails, que tu comprennes comment ça fonctionne, etc. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'était de faire un beau concept, un beau projet. Et là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, il n'avait pas tort. Aujourd'hui, je suis passionné par ça. Essayer de comprendre comment est-ce qu'on va intégrer ce speaker, comment on va intégrer comment on a FIC. J'ai du mal La lumière. FIC, enfin, tout ce qui est... Non, pas FIC. C'est... pardon, il va falloir couper. Oh la honte. Non. Non, en fait, c'est voilà, toute l'intégration par rapport au speaker, par la lumière, par toute la technique, en fait, toute la sécurité incendie, etc. Comment est-ce qu'on va intégrer tout ça dans le décor pour que ça se fonde le plus possible, pour que les visiteurs, en fait, ils prêtent pas attention. Et là, effectivement, c'est un projet réussi, ouais. Ok. Et comment... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point, tu vois, c'est... J'ai l'impression que le travail de conception global, il est déjà important, mais tous ces petits détails d'intégration et comment dire, de blending, pardon pour le franglais, le fait de s'intégrer dans l'environnement, ça prend, j'ai l'impression, plus de temps. Enfin, c'est un ressenti personnel, mais en fait, c'est tout ce que le public ne voit pas, mais qui est ultra nécessaire à la technique, à la sécurité, à l'expérience aussi du visiteur, parfois. C'est ça qui est le casse-tête, non? Alors, pas forcément, parce que, en fait, ça dépend de l'échelle du projet, ça dépend de l'équipe du projet. Mais par exemple, voilà, Europa Park, quand je travaillais sur la rénovation de l'attraction de Pirates de Batavia, donc c'est un dark ride qui a eu un incendie, il a fallu tout repenser. Et en fait, on n'a pas le temps de faire comme Disney, passer 3 ou 4 ans pour développer tous les dessins, demander les accords de chacun, de toute la direction, tout le monde qui doit approuver chaque plan, chaque design, chaque élément. Là, pour le coup, Europa Park, la force, c'est de répondre rapidement, en fait, sur le chantier. C'est, voilà, on développe un premier concept,
Ça reste un concept, on développe un petit peu de détails, mais sans plus. Et ensuite, c'est vraiment sur le chantier que tout se joue, quoi. Et là, c'est là où il faut être bon et réactif euh, pour pouvoir justement trouver des solutions simples, hein, pas forcément onéreuses, des choses simples. Il suffit juste, à mon goût, de pouvoir discuter librement avec les équipes directement sur le chantier qui fabriquent les décors. Quand on fait du béton projeté, c'est beaucoup plus simple. On a cette flexibilité-là, pardon, de réactivité. Quand on est sur du décor qui est préfabriqué, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, pour le coup, ça, c'était une force et c'est ce qui permet en fait d'être réactif. Donc, pas forcément besoin de passer des mois ou des années à tout détailler. Ouais. C'est l'attraction qui a brûlé quand tu y es arrivé, non? Je te vois venir. Oui, Qui a alors, foutu le feu au truc. Je le sais. voilà, ça c'est la rumeur voilà, tout le monde m'a fait la blague quand je suis arrivé, parce que voilà, je venais d'arriver début mai à Europa Park. 1er mai, fête du travail. Euh, et là, bon, c'est arrivé plus tard, hein. C'est arrivé courant mai. Je me souviens plus exactement la date exacte, mais voilà, moi j'étais en fait sur un autre projet à ce moment-là, sur le chantier d'un autre projet. Et en fait, ouais, effectivement, il y a eu l'incendie et on a dû être réactif pour reconstruire cette attraction qui était quand même une attraction emblématique du parc. Donc, Et c'est quoi les petites anecdotes sur cette reconstruction rapide? Quels sont les boulons qui ont été oubliés par Morgan Fix? Non, alors pour le coup, il y a énormément. Si Morgan Fix oublie des boulons, tu fixes rien du tout là. Eh ben, alors ça c'est aussi une blague, Morgan, que you can fix it, voilà, pour ceux qui parlent anglais. Oui, effectivement, sur Batavia, enfin sur Pirates de Batavia, il y a énormément d'anecdotes. Et je pense que ce qui fait aussi le succès de cette attraction, déjà c'était hyper compliqué de savoir ce qu'on allait faire, parce que c'est une attraction qui est iconique pour ce parc. Il y a un public qui est quand même familial, qui revient. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, il y a quand même 80-85% de visiteurs qui reviennent tous les ans. Donc, forcément, il y a un lien affectif avec cette attraction. Ouais. Tu peux parler un peu de l'attraction pour ceux qui connaissent pas? Alors, l'attraction Pirates de Batavia, c'est une attraction. On est sur un bateau et on voyage en fait dans les Indes, tout simplement. Donc voilà, c'est avec une histoire de pirate. Donc c'est une attraction qui avait été ouverte en 1988 ou 80, si je dis pas de bêtises, et qui a brûlé en 2018. Ouais. Et en fait, voilà, il a fallu la repenser. Donc en fait, on a essayé de repenser aussi les choses un petit peu plus T'as un parcours chronologiques. sur l'eau, pour être plus précis, avec des décors. Exactement. Durant le. Ça paraît tellement logique pour moi que j'ai du mal à la décrire. Non, mais effectivement, c'est une attraction. Voilà, Des décors immersifs. Les Pirates des Caraïbes, pour ceux qui connaissent. Voilà. Exact. Des décors, de la lumière et des animatronics qui donnent vie en fait à l'histoire. Ok. Et donc une attraction plébiscitée qui brûle, qu'il faut refaire. Et donc refaire, ça veut dire à l'identique ou pas? Parce que j'ai l'impression que non. C'était l'occasion peut-être de repenser et réactualiser les choses ou pas? Alors c'est là que c'est le gros challenge en fait de ce projet. Enfin, un des gros challenges, parce qu'il y en a plusieurs. Mais du coup, voilà, c'était la grosse question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit à l'identique? Est-ce que non? Est-ce qu'on en profite pour moderniser l'attraction? Et en fait, c'est là où Oui, on a parce que c'est un truc qui marche, quoi. Un truc qui Exactement. marche. Donc, quel serait le but de l'améliorer ou de la changer alors que ça marche, quoi? Ça marche, oui et non, parce que là, après, c'est très personnel, mais c'est une attraction où on allait souvent après manger, parce que voilà, ça permet de faire quelque chose d'un petit peu calme, en famille, pour se reposer avant d'attaquer avec des plus grosses sensations. Donc, oui, c'était toujours une attraction plébiscitée par les visiteurs, ça c'est clair. Et du coup, la famille Mack a pris la décision, parce que le parc est géré par la famille Mack, qui fabrique aussi des manèges. Mais je crois que ce podcast n'est pas sponsorisé par Mack Rides non plus. Donc, voilà. Et du coup, voilà, ils ont pris la décision de faire l'attraction à l'identique, mais maintenant, voilà, on n'a pas 100% à l'identique non plus. Donc, on a gardé, en fait, la base de l'histoire qui avait été imaginée à l'époque. Donc, voilà, on part dans les Indes, en Indonésie, etc. Et ça doit rester une aventure familiale avec des pirates.
Donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On est dans un quartier, parce qu'il faut savoir qu'Europa Park, voilà, c'est plusieurs quartiers thématiques et il y a forcément le quartier hollandais. Quand on est dans ce quartier hollandais, on rentrait dans le bâtiment à l'époque et on était directement en Indonésie, chose qui avait aucun sens. Nous, ce qu'on a fait dans cette nouvelle version, du coup, on est en Hollande, on reste en Hollande, on rentre dans le bâtiment, on est dans une taverne de pirates, on part, on découvre un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe, on a un animatronics qui va venir nous raconter l'histoire et nous inviter à participer au voyage. Et là, en fait, on embarque sur un bateau de pirate, une petite barque, et puis on va partir faire ce voyage en Indonésie et vivre cette expérience de pirate. Tu faisais de la... C'est qui était à la création artistique, tout ça, justement. Est-ce que tu as pu, ou à quel moment tu as pu, dans ta carrière, par rapport à ça, transposer ce que tu dessinais quand tu étais à l'école, grosso modo, collège, lycée, sur tes carnets, à quelque chose de tangible et de, on va dire, en production, live? C'était à ce moment-là? En fait, ça s'est fait tout de suite dès que je suis arrivé chez Europa Park. C'est après le premier AB, projet. ça, du coup. Parce qu'à AB, c'était pas toi qui dessinais, tu étais plutôt dans la technique, architecture, tu faisais le contrôle. Il y avait certains projets chez AB où je pouvais aussi dessiner moi-même, où je pouvais proposer des concepts, quand il y avait un client qui avait un besoin, etc. J'avais un brief et puis je devais répondre au brief en imaginant un concept. Donc ça me permettait de pouvoir développer mon esprit créatif. Bien que en fait, je jonglais vraiment en fait entre cette partie créative et cette partie technique chez AB et Europa Park. Là, pour le coup, dès le premier projet, j'étais embauché au début sur Roulantica, qui est un parc aquatique, comme architecte junior. Donc là, mon rôle, c'était en fait entre le directeur artistique et les chefs de projet. Il fallait traduire en fait toutes ces belles illustrations qui avaient été créées par les illustrateurs. C'est comment est-ce qu'on va construire ça, optimiser les coûts. Donc par exemple, on a une scène, une des zones dans le parc qui est une cave de sirène. On a des stalactites au plafond. C'est comment est-ce qu'on va optimiser les coûts. Il y a des structures métalliques à construire. Donc l'idée, c'était de jouer sur 3 tailles différentes. Ça, c'est plein d'idées comme ça que j'avais proposées qui permettaient d'avoir quand même visuellement quelque chose qui soit intéressant. Et on sent que c'est pas la même stalactite qui a été copiée-collée partout. Donc ouais, c'était hyper technique, mais créatif en même temps aussi. Fallait faire tout ce qui est mock-up, donc tout ce qui est échantillon en fait, pour valider certaines parties un petit peu techniques où on avait quelques questions d'intégration sur entre les garde-corps, les rochers, etc. Donc il y avait aussi pas mal de créativité là derrière. Et en fait, je continuais toujours pendant mon temps libre d'imaginer des concepts pour développer Europa Park. Et là, Chris Lang, qui était le directeur créatif du parc, il a dit viens, on a eu l'incendie des pirates, on a besoin de toi. Donc là, on a monté une équipe, on était 2 designers, et puis on travaillait avec les architectes externes, on travaillait avec après les chefs de projet, la partie archi, etc. Et on a réussi à faire un beau projet, je pense. Ok, on ira regarder ça, voir un petit peu les avis. J'ai l'impression qu'ils sont bons. 4,8 sur Google, peut-être que c'est pipé, peut-être que c'est Morgane qui a mis exactement, qui a créé plusieurs comptes. Là, t'en parles comme si c'était normal et chill, tout ça, alors que je sais pas, il y avait peut-être le petit garçon qui était tout excité par rapport à cette aventure-là, qui était enfin à sa portée. C'était il y a 6 ans maintenant, même un petit peu plus, j'ai l'impression. Ouais, peut-être un peu plus. Et effectivement, ça, c'est une bonne question parce que en fait, c'était très très compliqué de. T'as l'impression ou pas? Voilà, c'est une grosse pression. Et pour être honnête, je pense que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense pas, j'en suis persuadé. Je me suis retrouvé, moi, petit jeune alsacien qui a grandi avec le parc. Je me suis retrouvé avec des professionnels qui avaient bossé pour Universal, Disney, qui avaient bossé un petit peu partout dans le monde. Et moi, je me retrouvais dans cette équipe. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et franchement, j'ai eu une chance, mais inouïe. Et je m'en rends compte. Et c'était vraiment difficile, en fait, c'est d'apporter des idées. Ça, j'ai toujours continué d'apporter des idées, mais voilà, sans vraiment les partager plus que ça. Je gardais un peu tout pour moi.
Mais après, voilà, à partir d'un jour, on m'a dit: «Morgan, il faut que tu rêves plus grand». Bon, mais tu veux que je rêve plus grand de quoi? Europa Park, c'est déjà ce qui pouvait m'arriver de plus grand, pour moi, petit Alsacien d'à côté. Donc ouais, non, le syndrome de l'imposteur, c'était vraiment effectivement très, très compliqué à gérer, surtout qu'il y a plein de choses que je maîtrisais pas, de l'intégration à cette époque-là. Aujourd'hui, avec le recul, quand je retourne maintenant à Roulantica, par exemple, parce que j'y suis retourné il y a pas longtemps avec mon fils et ma femme, et là, pour le coup, je me dis: «Ah, quelle catastrophe! Mais pourquoi on a fait ça comme ça? Pourquoi on a fait ça comme ça?» Et là, en fait, il y a énormément de choses que je Genre, ferais différemment. c'est quoi que tu ferais différent? Allez, on va en C'est de l'intégration des écrans, c'est de l'intégration des speakers, c'est des choses qui en fait, alors il y a que moi qui vois ça apparemment, parce que quand j'en parle, tout le monde me dit: «Mais Morgan, arrête, tu fais une fixette là-dessus, c'est pas possible». Bon, maintenant, même ma femme, quand elle visite un parc, elle arrive à pointer des trucs. Donc c'est bien, ça me rassure. Je sais pas si c'est une bonne influence forcément, mais non, il y a des choses comme ça qui sont pas forcément très compliquées à mettre en place. Il suffit juste, ouais, comme dit, de dialoguer et d'avoir les bonnes idées, avec les équipes sur le chantier en direct. OK. Ma question, c'est, comment tu as été recruté là-bas? Parce que là, on en parle comme si c'était logique et normal, mais tu as fait, une pige avant, chez Maison de l'Habitat ou un truc comme ça, enfin un truc, d'architecture classique. Avant, tu étais chez AAB, mais tu as fait 1 an, c'était un CDD, je crois. Alors, à AB, c'était un CDD, effectivement, et Comment à la tu te fin du retrouves à Europa CDD, Park, quoi? c'est non, mais j'arrive toujours pas à y croire, honnêtement. Mais voilà, à AB, c'était un CDD, c'était une première opportunité, ça permettait de voir si de pas prendre trop de risques. Et en fait, à l'issue du contrat, on m'a proposé un CDI, mais j'ai refusé parce que voilà, enfin, c'est très personnel, hein, pour le coup. Là, moi, j'ai aucun tabou, mais je me suis toujours dit que si je pouvais gagner plus en travaillant à Europa Park, euh, en travaillant que ce soit en restauration ou aux attractions, etc., il n'y avait aucun intérêt d'être loin de ma famille et de mes amis. Parce que voilà, Mmh. moi, je suis originaire d'Alsace, donc c'est plus simple. Donc la région parisienne, c'était compliqué. Euh, et donc, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, moi, j'ai préféré voilà, rentrer en Alsace. Et là, j'ai eu une opportunité euh, de pouvoir manager des projets chez un promoteur immobilier avant de rentrer à Europa Park. C'était pas du tout mon kiff, pour le coup. Mais ça me permettait voilà, d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses, de manager un petit peu des équipes. Je travaillais aussi sur une partie recherche-développement, donc c'est toujours intéressant. Je suis toujours quelqu'un de créatif, donc il n'y a pas de souci. Et à côté de ça, j'avais développé mon auto-entreprise à l'époque. Sauf que quand tu fais 35-40 heures la semaine, je gérais une assos encore à côté pour faire un spectacle Halloween qui me prenait toute l'année pour travailler dessus. On va y revenir à ça. Ok. Je vais en parler. Et du coup, c'est vrai que au bout d'un moment, la promotion immobilière, c'est sympa, mais je commençais un petit peu à m'en lasser. Et l'auto-entreprise à côté, bah, j'ai pas du tout réussi à développer quoi que ce soit, par manque de temps, hein, clairement. Hein. Et c'est là, en fait, que j'envoie un message au culot à Chris Lang, qui était directeur créatif à l'époque d'Europa Park. Et je lui dis, voilà, je suis passionné par les parcs, etc. Je lui ai envoyé un petit peu 2-3 trucs que j'avais fait. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on se rencontre pour voir qu'est-ce qui est possible, mais me guider un petit peu sur la suite de mon parcours. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir un jour espérer rejoindre les équipes d'Europa Park. Et là, il me dit, écoute, on s'appelle ce week-end. On s'appelle, il me dit, écoute, voilà, on cherche quelqu'un, tu sais, on a le parc aquatique, etc. Donc voilà, ton profil, il me plaît bien. Donc je te propose de venir, on va faire un entretien. Donc on fait un entretien, et puis là, l'entretien se passe bien. Savoir qu'entre ce jour-là et l'entretien, moi, je ne parlais pas du tout anglais. Quasiment pas anglais. L'allemand encore moins. Et en Ça, fait, à c'est partir du un moment... comble pour un Non, mais Alsacien attention, ouais, qui va à non, Europa Park. non, mais les langues, ça a toujours été très, très compliqué. Jamais vraiment attiré par ça. Et du coup, quand j'ai su que j'allais avoir cet entretien, j'ai utilisé mon CPF pour faire des cours d'anglais. Et là, 3 jours par semaine, j'avais un prof euh, voilà, en visio depuis les US. Et L'entretien, il était combien de temps après? moi, c'était 3 semaines ou quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais moi, ça m'a permis en tout cas déjà d'avoir des bases, de pouvoir voilà, améliorer. J'avais des bases forcément de l'école, mais ça m'a permis un petit peu d'améliorer mon niveau d'anglais. Donc j'avais ces 3 cours par semaine avec mon prof.
plus après du Duolingo, hein, qu'on connaît tous, hein, forcément pour aussi accélérer tout ça. Et là, j'arrive à l'entretien, on passe l'entretien, ça se passe bien. Et dernière question, c'est est-ce que vous connaissez Revit? Alors je dis bah oui, je connais Revit, le nom, mais j'ai jamais travaillé dessus. C'est un logiciel que certains archis utilisent qui permet en fait, un peu comme Archicad ou d'autres logiciels comme ça d'architecture 3D, en fait, et qui permet d'extraire après les plans hyper rapidement. On crée notre coupe et en fait, à partir du moment où la mise à jour elle est faite en 3D, tous les plans sont mis à jour automatiquement, alors que l'ancienne école, c'était d'utiliser justement AutoCAD, de tout dessiner en 2D. Et là, si tu fais un seul changement sur ton plan et que tu n'as pas pensé à le faire sur ton élévation ou ta coupe qui est dessinée sur un plan à part, bah, tu te retrouves avec de grosses incohérences. Ça, c'est un super atout. Et là, je dis non, je ne connais pas. Voilà, je suis prêt à apprendre, etc. Il n'y a aucun souci. Et je dis ok, ben, ce qu'on fait, on se revoit dans 2 ou 3 semaines. Tu viens pendant 2 jours et on te teste sur les logiciels et tout. Bon, grosse pression. Et là, sur le parking, en quittant les bureaux, je vais sur Amazon, je commande le bouquin Revit, un bouquin épais comme ça qui doit encore être dans un de mes bureaux là. Et voilà, et j'ai reçu le baucun le lendemain, et là j'ai tout mis en pratique, ce que je pouvais. Tu bossais ou tu étais au chômage Non, je bossais. Mais là, du coup, la sauce, l'événement Halloween, j'ai un petit peu mis de côté, et puis je me suis concentré et focalisé vraiment sur apprendre ce logiciel Revit en 2 ou 3 semaines. Et en fait, je crée un petit projet fictif pour un parc. J'avais une autre idée pour un autre parc en France, et je me suis dit, tiens, autant essayer d'utiliser ce concept-là pour justement développer mes compétences sur ce logiciel. Donc j'ai fait ça, et j'arrive à l'entretien, c'était même pas une période d'essai, parce que c'était 2 jours de test en fait. Et là, je leur montre le truc, le mec il me dit, responsable archi, il me fait, non, toi, c'est pas possible, tu connaissais le logiciel avant. Je dis, mais non, je ne connais pas. Et voilà, j'ai mon bouquin là, si jamais j'ai une question, hop, je vais voir dans le bouquin, voilà. Et en fait, ils m'ont fait tester plusieurs logiciels, et puis voilà, ils étaient agréablement surpris. D'ailleurs, on peut voir hein, sur LinkedIn, il y en a un qui avait mis un avis, il a mis rapidité d'apprentissage, un truc dans le genre. Arrête de faire ta pub. Non, mais c'est même pas ça, Mais je rigole, je t'embête. C'est vraiment non, je pense en plus j'aime pas du tout me lancer des fleurs ou des trucs, mais c'est vrai que là pour le coup j'ai essayé d'être réactif parce que vraiment je voulais vraiment ce poste, et là je voyais que c'était à 2 doigts d'être possible, donc j'ai essayé de me donner les moyens d'y arriver, et ouais voilà, on m'a dit ok, c'est bon, on s'est mis d'accord sur le contrat et tout, et puis hop, c'était parti. Donc c'était assez dingue, c'était vraiment assez dingue. Après voilà, c'était pas forcément ce que moi j'avais vraiment envie. Moi voilà, je visais EuropaPark, je voulais être créatif, je voulais dessiner les concept art, je voulais pas être le mec en technique. Mais je me suis dit, voilà, ça me permet déjà de rentrer dans l'entreprise, de faire mes premiers pas, et puis après on verra. Et puis effectivement, dans les semaines, mois qui ont suivi, ça m'a donné raison, donc tant mieux. Trop bien. Pour revenir à cette histoire d'Halloween, je pense que ça a joué quand même un peu dans ton recrutement chez eux, chez EuropaPark, pour accéder à tout ça. Donc depuis 2012, c'est ce que tu as marqué sur ton profil, tu organises des soirées géantes, Halloween, party, murder party, etc. Ça, c'était un peu la traduction de ta passion dans un concept, on va dire, accessible et original original dans ton sens à toi, dans ton organisation que tu as créé. Comment c'est venu Alors, Vas-y, en de ça, 2007, la jeunesse, tout ça, parce que moi, ça m'intéresse. Tout ça, ça remonte à 2007. Pour être honnête, en 2007, il y a Halloween qui débarque un petit peu dans les parcs européens avec EuropaPark qui organisait les Terenzi Horror Nights à l'époque. Ouais. Et t'avais 16 ans, j'avais même pas, parce que j'avais même pas l'âge de pouvoir y aller à cet âge-là, à cette époque. Donc moi, je voyais ça de l'extérieur, j'avais 15 ans, 16 ans, vraiment tout jeune. Et c'était interdit au moins de 18 ou 16 ans. Il y avait une limite d'âge à l'époque, et c'était une seule attraction. C'était vraiment un labyrinthe avec des décors et des acteurs, etc. Donc il y avait des castings, ils recrutaient une équipe, et moi ça me passionnait. Et voilà, forcément à 15-16 ans, on aime bien les films d'horreur. Donc on regarde des DVD de films d'horreur, etc. Et là je me suis dit, oh, j'adore ça. Bon, j'ai pas l'âge, je peux pas participer. Donc c'était un peu frustrant. Donc je me suis dit, tiens, je vais organiser mes propres trucs.
Donc en fait, depuis 2007, en vrai, j'organisais déjà quelque chose en tout petit, hein, chez moi à la maison dans le garage. J'aménageais un labyrinthe avec des palettes qu'on récupérait. On venait Il faisait combien de créer mètres carrés ton garage? C'est un garage où tu mets 2 voitures l'une derrière l'autre, donc c'est pas très grand. C'est Ouais. vraiment une toute petite expérience. Et on fait venir en fait un metteur en scène d'une association locale qui gère en fait un bâtiment salle de spectacle. On le fait venir pour en fait lui proposer si on peut pas essayer de développer un concept un peu similaire sur leur site à eux, quoi. Et le gars, il vient, il dit ouais, ok, bon, bah, moi ça me va, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout, votre dynamisme et tout. Donc ok, allons-y. L'année prochaine, on se met d'accord sur un budget et tout, et puis allons-y. Et du coup, bah, c'est là 2012-2013 effectivement où là, bah, on a bossé comme des dingues sur ce projet. C'était bénévole, hein, il n'y avait pas d'entreprise derrière, il n'y avait rien. Et on s'est voilà, on construisait les décors depuis l'été, on avait désossé des palettes, on essayait de démonter toutes les planches pour essayer de construire un petit peu. Ça toujours dans le garage ou plus gros du coup? Ah bah là, c'était beaucoup plus gros parce que là, du coup, on arrivait sur un site qui appartenait à la ville de Maslow. C'est Scary Nights. Scary c'est Night. ça? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Scary Night. Ok. C'était quoi Scary Nights? Il y avait quoi? Tu faisais quoi? Combien de personnes? On était. En fait, l'expérience, le narratif, c'était quoi? Eh ben, en fait, c'est tout simple. L'idée, c'était d'organiser des soirées Halloween grand public avec justement des attractions en fait similaires à ce qui se faisait à Europa Park avec les Terrans Horror Nights, qui m'ont forcément inspiré. Et du coup, on avait créé plusieurs attractions, entre guillemets. Hein. C'est des walkthroughs, des expériences à pied où on circule avec acteurs, décors. Et on n'avait aucun moyen, c'était vraiment du bricolage. On faisait comme on pouvait. Donc, on avait inventé toute une histoire avec une vieille dame, Claire Buck, etc. Je me souviens plus très bien, tout ça, ça remonte un petit peu. Il y a tellement de choses entre-temps. Mais on avait imaginé toute une histoire avec sa maison, donc on pouvait rentrer dans sa maison, etc. Il se passait plein de choses. Et on n'avait personne, parce moi j'étais seul, il y avait mon frère, la famille qui forcément nous a rejoints, ma femme, etc. Et qui était à l'époque ma copine. Et en fait, on était une bande de potes, et on a commencé à faire des castings. Donc on a fait appel à la presse pour organiser des castings. J'étais invité sur la radio, enfin des choses complètement dingues à l'époque. Et voilà, on a démarré vraiment avec aucun moyen, rien du tout. On a essayé de faire un truc et ça a été un succès de dingue parce que les 3 soirs qu'on organisait, les 3 soirs étaient complets déjà quelques semaines à l'avance, quoi. Et c'était combien de personnes et Bon, allez, du coup, la décor, première le année, on budget, était c'était autour quoi? de 1000, on était 1000 personnes par soir. Donc bon, c'était pas énorme, hein, mais déjà pour 1000 nous, à personnes notre par soir, échelle. Ouais. ils faisaient quoi les gens? Enfin, c'était de l'expérience immersive, de la peur à des moments. Il y avait des jeux, comment ça se passait? Non, Parce que c'est vraiment, le décor, c'était quoi? Combien ça a coûté? franchement, ça fait rien coûter. Je crois qu'on n'avait même pas dépensé 5-10 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Mais c'était payant. Les gens payaient. Ouais. Ah oui. Les gens payaient 10 euros pour venir, donc on voulait garder un tarif hyper accessible. Hein. De toute façon, c'était beaucoup de bricolage à l'époque. Hein. Uh-huh. Et là, on achetait des prothèses de maquillage, effets spéciaux pour faire quand même des beaux effets. Hein. C'était pas juste du noir, du blanc dans le visage. On apprenait un petit peu aussi, pareil, faire des recherches, apprendre comment on fait des maquillages, effets spéciaux, etc. Et les gens, voilà, ils déambulaient en fait dans la zone qui était dédiée à l'événement où tu avais un spectacle, tu avais 2 attractions à l'époque avec ces petits labyrinthes, tu avais des animations dans les allées avec justement des zombies, donc les gens, voilà, ils aimaient bien, ils se prenaient en photo, tu avais de la fumée partout. C'était, ça fonctionnait. Voilà, c'était tout bête et vraiment, voilà, l'objectif c'était de venir se faire peur et puis c'était réussi. Ok, génial. Et donc ça, tu l'as fait évoluer petit à petit au fil des ans, c'est ça? Tu disais que quand tu étais à Europa Park, pour être recruté, tu avais un peu mis ça de côté, donc ça c'était 2018. Donc au moins 6 ans, tu l'as fait Alors, faut savoir que bon, la première année, ça a été un succès. 2013, on ouvre au public, on est complet et tout, donc super succès. On fait l'assemblée générale de leur association parce que nous, on n'avait rien. Nous, on était membres on avait adhéré à leur association parce qu'on démarrait, on ne savait pas, on n'avait pas les finances, on n'avait rien.
Et eux, comme ils avaient un peu pignon sur rue, c'était un petit peu plus simple. Donc, on fait leur assemblée générale en février qui a suivi l'événement. Donc, l'événement, c'était fin octobre, début novembre. Février qui suit, on fait l'assemblée générale. Et puis là, tout le bureau vote contre la reconduction de l'événement. Donc là, on se dit, ouais, mais c'est quoi? C'est une blague. C'est un événement qui a attiré énormément de personnes. C'est un public qui n'a pas l'habitude de venir sur ce site. Là, on a ramené des jeunes qui venaient, qui faisaient des centaines de kilomètres pour venir assister à ça. Pourquoi, en fait, mettre un terme, quoi? C'est dommage. Donc, bon, bah, on peut pas faire grand-chose face à la décision du bureau. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, allez, on va... Et c'était quoi la raison? Bah, en fait, c'est des bénévoles qui géraient aussi cette association. Et eux, ils tournaient déjà toute l'année depuis le mois d'avril. Donc, ils étaient complètement fatigués. Et c'est un événement qui demandait encore beaucoup, beaucoup d'investissement. Et du coup, ils ont dit non, on va pas reconduire ça, on va rester sur ce qu'on sait faire et ce qu'on fait depuis longtemps. Et puis voilà. Donc nous, on s'est dit, bah allez, on va monter notre propre assos et puis faire notre propre soirée, quoi. Ok. Et c'est là, du coup, qu'on a monté notre association avec forcément la plupart des membres qui ont participé, qui étaient bénévoles avec nous. Bah, on a monté notre assos et puis on a essayé de communiquer tout au long de l'année, de travailler tout au long de l'année sur l'amélioration des décors, se former sur le maquillage et ce genre de choses. Et voilà, et ensuite on a réussi encore à reproduire l'édition, donc à chaque fois sur un autre site. Une année on était à la gare de Sentheim, donc c'est une vieille gare qui fonctionne plus, c'est juste, enfin elle fonctionne les week-ends et les vacances scolaires pour des animations touristiques, mais c'est tout. Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'on avait un patrimoine ferroviaire à exploiter qui était absolument magnifique. Donc, on imaginait aussi une attraction culturelle chaque année. Pas seulement voilà, faire peur du zombie, etc. Mais on essayait aussi de jouer un petit peu là-dessus de manière subtile, parce que ça, c'est un petit peu ce que j'aime faire aussi. C'est un petit peu... Ma marque de fabrique, c'est essayer d'être subtil. Ça sert à rien, enfin, selon moi, ça sert à rien d'imposer en fait une histoire, de vouloir absolument raconter une histoire aux gens. S'ils sont pas réceptifs, ça sert à rien. Je pense qu'il faut être un petit peu plus pragmatique que ça. Et du coup, c'est pour ça, tout était très subtil en termes de narration. Ça veut dire quoi pour prendre un exemple? Bah, concrètement, si maintenant on prend l'exemple là de l'attraction qu'on avait fait culturelle, donc on était sur l'anniversaire de la Première Guerre mondiale. Donc on avait des poilus qui étaient sur la gare, on pouvait embarquer dans le train, etc. Enfin, il n'y avait pas d'histoire plus que ça, c'était vraiment... notre base d'histoire, elle était pour nous, en tant qu'équipe créative, derrière l'événement, à essayer en fait de comprendre en fait en quelle époque on est, voilà, différents props, enfin accessoires qu'on pourrait trouver à cette époque-là. En fait, c'était plus pour nous guider, pour essayer de créer l'environnement autour, plus que mettre ça sur un plateau et dire aux gens, voilà, vous allez embarquer dans une histoire avec un tel, c'est un ancien poilu, il revient à la vie, ou j'en sais rien. Non, non. C'était beaucoup plus subtil que ça, et les gens, en fait, ils venaient, et puis ils s'amusaient juste à découvrir ce qu'on leur avait concocté, mais sans plus. Ok. J'en viens à toujours le même sujet, j'ai l'impression, dans tous les épisodes, on arrive au Covid, et là, c'est un peu le moment où tu pars d'Europa Park, mais je ne sais pas si c'est lié, du coup, Non, pas du tout. par rapport Pas au du Covid, tout. mais on est en pleine 2020, du coup, et tu pars sur Abu Dhabi, donc là, l'Alsacien s'envole et s'est posé des questions par rapport à ce projet SeaWorld Abu Dhabi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est ce que tu m'as raconté en tout cas, donc je veux Exactement. en savoir plus. Exactement. Alors 2020, effectivement, il y a le Covid. On est en train de finir Pirates de Batavia avant l'ouverture. Donc on est sur le chantier avec les masques, le télétravail, etc. Et là, c'est au même moment, il y a aussi beaucoup de personnes dans mon entourage qui travaillent à Europa Park qui ont quitté Europa Park pour des raisons personnelles. Et du coup, bah, c'est vrai que le noyau qu'on avait, l'équipe internationale étant partie, j'avais du mal à trouver ma place. Et là, je me suis dit, c'était très dur. Là, je pense que, je ne sais pas si c'est un burn-out, mais en tout cas, j'étais vraiment dans une phase très, très compliquée.
Et parce que voilà, il y a d'un côté cette passion pour cet endroit où je me dis il y a encore énormément de choses à faire. Mais d'un autre côté, je me dis voilà, j'ai du mal à trouver encore ma place dans ces équipes. Donc qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai un copain qui me dit bah attends, moi je travaille chez Disney, on a besoin de monde, allez viens. Et puis j'étais à 2 doigts de signer le contrat, mais bah non, il y a le Covid, justement. Donc c'était déjà un tout petit peu avant. Donc du coup, bah, le Covid m'empêche de signer mon contrat et de partir chez Disney et de réaliser un autre rêve. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, bosser pour Disney, c'est forcément... pour beaucoup, c'est sur la liste. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, hein, forcément. Et non, bah, moi, en même temps, je reçois cette opportunité de collaborer sur le projet SeaWorld à Abu Dhabi. Donc là, c'est une autre culture, c'est un autre pays. On n'est pas en région parisienne, on est à des milliers de kilomètres de la France, de la famille, de tout le monde. Et en même temps, il y a toutes ces polémiques sur SeaWorld aussi. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Tu peux redire un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? SeaWorld, alors ils ont 2 parcs aux États-Unis. Et il faut savoir qu'il y avait beaucoup de polémiques sur justement les orques, les dauphins. Enfin, on est dans une époque où... C'est comme Marinella en France. Exact, voilà. Un peu pareil. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Et même à titre personnel, hein, ça c'est clair. Et en fait, on me dit, mais tu sais, Morgan, que toi, tu prennes le contrat ou pas, le projet, il sera fait dans tous les cas. Donc, signe ton contrat, viens, prends cette expérience-là, parce que tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas collaborer avec des gens qui bossent pour Universal, Disney, donc forcément, tu vas apprendre énormément de trucs. Et du coup, je me dis, allez, banco. Et là, je quitte Europa Park. Je me souviens, je suis parti dans le bureau de mon boss en pleurs avec ma lettre de démission et tout. Il n'y avait absolument rien à faire pour me retenir. Et voilà, et je suis dans l'avion, enfin, etc., en pleurs, etc., parce que tu sais pas où tu vas, tu connais personne. C'est dur, l'expatriation comme ça. Je regrette pas. Avec le Seul ou en famille, du coup? seul, c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile. C'est un départ tout seul, je laisse ma femme ici, c'était compliqué. Bon, elle est prof des écoles, donc elle a la chance d'avoir des vacances scolaires toutes les 7 semaines. Donc on s'est dit, bon, allez, on se raccroche à ça et tu viens autant que possible pour voilà, qu'on puisse ne pas s'arrêter là non plus, quoi. Ok. Et Très, donc, très compliqué. qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, voilà, je suis sur un projet SeaWorld qui a été designé par une agence américaine. Et l'objectif, c'est de le construire. Le bâtiment est déjà construit. On est en train de développer en fait tous les décors. Donc là, moi, je suis embauché en tant que directeur artistique sur ce projet pour développer ce design qui a été développé par l'agence américaine et qui s'appelle PGAV. Et du coup, voilà, j'ai une équipe à manager, une 60aine de personnes au bureau, architectes, ingénieurs qui doivent tout développer en 3D parce qu'il y a des process BIM. Donc ça, c'est tout un process en fait qui permet de vérifier en fait qu'il n'y ait pas de clash entre toute la technique, entre les différents intervenants. Chacun a son modèle 3D pour vraiment qu'on comprenne comment tout fonctionne et qu'on anticipe un maximum d'erreurs. Et puis après, il y a toute la partie aussi échantillon. Il faut faire tout soit approuvé par SeaWorld, hein, qui est la licence, faire approuver par les archis américains, faire approuver par toute une strate de personnes. Donc c'est des gros challenges devant nous avant de le construire en vrai. Et ça, c'était quoi? 1 an, 2 ans? Là, je suis resté 1 an et demi. 1 an et demi avant de Ok. rentrer en France. J'ai eu la bonne nouvelle que j'allais être papa. Donc du coup, j'ai pris mes responsabilités. Je suis rentré en Alsace. C'est pas au chaud parce qu'on était en plein mois de novembre, donc il faisait très très froid. Mais ça change. Et là-bas, du coup, c'est quoi ce que tu en retiens, tu vois, de cette expérience d'Abu Dhabi? Parce qu'on parle de comment faire kiffer les gens. Là, du coup, on est sur un projet envergure aussi, qui est tout nouveau, enfin nouveau, en tout cas, qui réplique un modèle, mais qui sortait de terre. Qu'est-ce que tu en as retenu? Des anecdotes, petites choses à partager là-dessus? Il y a énormément de choses. Je veux dire, j'ai appris énormément. Alors bien sûr, il y a des process de dingue qui se rapprochent vraiment de ce que fait Disney ou Universal. Donc là-dessus, j'ai appris énormément. Après, effectivement, des anecdotes.
Ah voilà, il y avait le Covid, donc c'était une période forcément très compliquée parce que faut savoir que Dubaï et Abu Dhabi, c'est on va dire deux régions pour parler en français et que tout le monde comprenne. C'est comme si c'est deux régions différentes où chacun a sa propre Politique. loi, ses propres règles. Donc Dubaï, qui dépend énormément du tourisme, avait des règles beaucoup plus souples que Abu Dhabi. Donc il suffisait de porter le masque tout le temps en public en fait. Et Abu Dhabi, eux, avaient une politique un petit peu plus stricte où ils avaient mis en place une frontière entre Dubaï et Abu Dhabi. Et ils faisaient des contrôles en fait pour vérifier si on n'était pas porteur du virus. Donc, il fallait se faire tester tous les 2 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines. Ça dépendait en fait de- des variations de cas dans la région. Et du coup, après, c'était un petit peu compliqué cette période-là. Mais en tout cas, hyper intéressant, hyper enrichissant. Sur tout ce qui est intégration, j'ai enfin pu m'éclater à imaginer comment on allait intégrer ce speaker ou cet extincteur ou ces trucs. Non, mais c'est quelque chose, c'est vrai que ça paraît tout bête, mais personne n'y pense et pourtant, il suffit pas de grand-chose. Ouais, c'est les petits détails qui font que. Je pense que c'est ce qui permet de vraiment faire kiffer les gens, vraiment. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut créer, enfin, alors après, je sais pas, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est vrai que ce qui m'a toujours plu, ce que j'ai toujours admiré depuis toujours dans cet univers des parcs à thème, c'est ce côté immersif. Alors, immersif, c'est un mot qu'on utilise, un buzzword qu'on utilise tous dans ce secteur. Et qu'est-ce que c'est? Quelle est notre définition de l'immersion au final? Et en fait, pour, euh, pour être immersif vraiment à mon goût, voilà, faut qu'à 360 degrés, l'expérience, elle soit réussie. Et c'est pour ça l'intégration de ce genre de détails a toute son importance selon moi. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que quand même, le parcours, parce qu'on est là sur le podcast pour parler de ça aussi, de carrière dans le loisir, dans le divertissement et tout ça. Donc, on parle de quelqu'un qui était passionné de ça, bon, comme beaucoup. Certains, après, se retrouvent là-dedans par hasard total et après kiffent. Voilà, mais toi, tu étais déjà passionné de base. Tu arrives au bout d'un certain temps à être recruté chez Europa Park. Tu pars au final de ton rêve parce que tu as une opportunité, notamment aussi parce qu'il y avait des personnes avec qui tu travaillais qui sont peut-être parties, enfin des équipes qui sont parties, donc peut-être moins de plaisir au fond. Et ensuite tu reviens donc pour la naissance de ton fils. Et là, freelancing, c'est ça? Alors, pas tout de suite. Il faut savoir qu'avant de partir de Dubaï, j'avais monté déjà mon auto-entreprise en France. J'avais déjà commencé un petit peu à préparer le retour. Et en fait, en même temps, il y a Yannick Leland qui a un parc en France qui entend que je vais rentrer en France. Donc, du coup, il se disait, ah, bah attends, peut-être il est intéressé pour bosser chez nous. On a besoin de quelqu'un comme lui. Donc, on se met d'accord et puis on signe un CDD. Et puis voilà. Et puis, du coup, je rentre en France. Rentre en France début novembre. Et puis, une semaine après, même pas, j'étais à Nigloland et puis j'attaquais. Donc là, c'est pas grave. On me donne carte blanche pour imaginer l'avenir du parc. Donc c'était une autre expérience hyper intéressante aussi, ouais. Ça, c'est un parc d'attractions, pareil avec des roller coasters, ce genre de choses. Exact. C'est un parc, Pour ceux qui c'est connaissent un pas parc encore. régional qui est situé près de Troyes. Voilà, qui a de belles ambitions et c'est un petit peu l'Europa Park des années 90. Pour ceux qui ont connu Europa Park dans les années 90, voilà, énormément de verdure, hyper relaxant et énormément de potentiel en termes de développement. Et là, pourquoi tu t'es arrêté au CDD et après ils ont pas voulu renouveler, le projet était fini, c'est ça? Non, alors le projet n'était pas fini. Là, ça va être la question tabou. Non, mais en fait, alors, c'est compliqué parce que voilà, moi j'ai la naissance de mon fils en même temps et il faut savoir que bah, moi j'habitais toujours en Alsace, hein, je gardais toutes les infrastructures en Alsace et c'est là où c'était compliqué parce que je commençais à faire la route justement entre Troyes et Strasbourg quasiment tous les jours au bout d'un moment pour pouvoir voir mon fils parce que voilà, l'objectif c'est d'être présent aussi. Euh, et du coup là la fatigue elle se fait ressentir, c'est vraiment pas évident. Et en parallèle, je vois une offre de rêve chez Disney. Là, je suis complètement transparent, donc ça va être très compliqué. Ah, la vache.
Non, voilà, il y a une offre chez Disney qui est hyper intéressante, qui correspond à mon profil, donc je postule et voilà. Et puis à partir de là, les relations se sont un petit peu compliquées entre la direction de Nigloland et moi, donc ça a été une période un peu compliquée. Ok, non, mais c'est bien d'y revenir en tout cas dessus. Ça apprend des. Toute expérience est bonne à prendre, même les mauvaises, en tout cas, même celles qui se passent moins bien, on va dire. Donc, merci de l'avoir, de l'avoir évoqué en tout cas. Mais dans tous les cas, tu restes à ton compte après, de ce que j'ai compris. Voilà, bah là, il y a Pas une le petite choix de période. vouloir. Quelle est la contrainte ou le choix justement qui a fait que tu en es là? Parce que tu aurais pu justement aller bosser chez un Disney, dans d'autres parcs, etc. Mais t'as pas voulu ou t'as pas trouvé ou c'était une volonté justement d'être à ton compte et de toucher à plusieurs projets sur des temps plus courts ou en simultané? Alors bon, j'avais déjà la structure de l'entreprise qui était créée depuis quelques mois. Et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Euh, Est-ce que je vais travailler en Suisse, parce que je suis pas loin de la Suisse? Ou est-ce que je postule en agence d'archi? Est-ce que je fais... Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je me suis posé plein de questions. J'étais vraiment... vraiment, à cette époque-là, c'était vraiment un burn-out. Hein, y a aucun... Là-dessus, il n'y a aucun doute. Hein. Et là, en fait, je me suis dit, bah voilà, il y a un événement TEA. De nouveau, hein, c'est l'association avec tous les créatifs de notre industrie à l'échelle internationale. Je me dis, bon, bah, ils sont au Futuroscope. Je me dis, allez, j'y vais. Je prends le risque. On verra ce que ça va donner. Donc là, je pars au Futuroscope et je rencontre des gens absolument formidables. C'est une entreprise qui s'appelle Bold Move Nation, qui sont basés en Belgique. Et en fait, ils ont un projet pour un parc qui s'appelle Le Pal en France. Et on fait connaissance et tout. Mon profil leur plaît et tout. Ils disent, ah bah ouais, on reste en contact et tout, parce qu'on devrait peut-être amener à travailler ensemble. Je dis, ah bah voilà. Moi, ça me donne beaucoup de force à croire en ce projet d'auto-entreprise, quoi, du coup. Et en même temps, j'ai une opportunité aussi avec une autre entreprise qui, eux, sont basés à Dubaï, mais ils ont un projet à Disneyland Paris. Donc voilà, il commence à y avoir pas mal de choses juste par le réseau, networking et ce genre de choses. Et il y a pas mal de choses qui commencent à arriver. Et là, je commence à croire en fait à ce projet. Je me dis, ok, bah, je vais pouvoir continuer de vivre de ma passion, parce qu'au final, c'est de ça ouais, c'était ça l'objectif au final, hein, c'était de pouvoir continuer de vivre de ma passion. Et au final, bah, voilà, j'ai pris énormément goût à tout ça. Et puis, c'est là où je m'y retrouve bien, parce que bah, ça me permet d'être présent à la fois pour ma famille ici, et puis de pouvoir continuer de travailler sur des projets un petit peu partout dans le monde. Donc, ça me va bien. Et puis, en même temps, je suis quelqu'un, je suis pas, même si j'ai énormément d'expérience dans les parcs, je suis pas arrêté à ça. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et j'aime en fait un peu tout. Donc, ouais, que ce soit un événement Halloween comme j'ai fait, ou les parcs à thème, ou même, j'imagine qu'il y a énormément de potentiel. J'ai envie d'y croire qu'il y a un gros potentiel dans les musées, par exemple, où je me dis on a énormément d'années de retard ou de siècles de retard de ce qui se fait en France ou en Europe par rapport à ce qui se fait aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à en tirer et peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, je me dis, allez, je vais continuer de croire en cette ouais, entrepreneuriat. On verra. Ok, c'est quoi la différence entre les États-Unis et l'Europe? Je trouve sur des sujets, par exemple, enfin, c'est beaucoup plus engageant. Tu vois, tout ce qui est expérience. Alors, j'applique ça sur les musées, parce que par exemple, le musée de l'ice cream qui est à New York, voilà, on a des couleurs hyper flash, on a quelque chose d'hyper ludique. Alors qu'on est sur un musée, on va pouvoir goûter, etc. Enfin, il y a de l'interactivité, on s'engage avec le public, etc. C'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus dans les goûts du jour que ce qu'on a en France, où on continue d'avoir, ou l'Europe, hein, où on a des panneaux de texte qui n'intéressent plus personne. On s'adresse plus à tout le monde, on s'adresse à une catégorie socio-professionnelle ou machin. Donc c'est une vision peut-être un peu tranchée, peut-être il y en a beaucoup qui ne partagent pas cette vision-là, mais je pense que, en tout cas, il faudrait qu'on mette un coup de pied dans cette fourmilière-là.
Ok, ça fait un lien avec une question que j'avais, c'est cool. J'ai posé à plusieurs des invités sur le futur du divertissement et du loisir. Comment tu vois ça, toi? Un peu tendance qui arrive. Justement, tu vas au IAPA à Amsterdam, à IAPA, pardon, bientôt. Et donc, ça va parler loisirs, ça va parler tendance. C'est quoi ta vision un peu des choses? Bah, honnêtement, je sais pas parce que chaque fois que je vais à la IAPA Expo, partout, je suis à la recherche d'innovation de produits et j'en trouve pas toujours. Peut-être parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a aussi toutes les informations en continu. Donc, du coup, c'est vrai que l'attente sur ce genre de salon, bah, au final, il y a peut-être un peu de déception. Euh, voilà, après, en termes d'innovation, etc., aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, la technologie, ça avance hyper rapidement. On est très vite dépassé par tout ça. Donc, on verra ce qui va arriver, mais en tout cas, il y a de très belles choses devant nous, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les gens, ils sont en plus demandeurs d'être engagés encore davantage, créer des expériences. Donc, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et que ça va se développer dans ce sens-là. Ok. Tu vois peut-être des milieux ou des types d'expériences qui se développent plus que d'autres ou qui ont pour toi le meilleur avenir. Enfin, je sais pas, on parle beaucoup de VR aujourd'hui, on parle aussi de théâtre immersif, comme d'ailleurs ce que tu faisais un peu sur Halloween aussi, mais qui viennent de plus en plus en forme, les quiz rooms, les escape rooms qui se réinventent. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Et puis les parcs d'attractions aussi qui doivent évoluer. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu vois demain être the big thing, quoi, tu vois? Si tu as un Alors, avis. aujourd'hui, on voit énormément aussi d'expériences basées sur des IP, Ouais. sur des Sur des licences, marques, sur des licences, sur des sur des marques, histoires etc. Donc existantes. ça, c'est clairement, je pense, qui va exploser dans un futur proche ou à moyen terme, en tout cas. Après, sur une vision à plus long terme, ça, c'est encore un petit peu tôt pour le savoir. Je suis pas devin. Tu restes sage. Ouais, c'est mon côté Et c'est vrai alsacien. que j'ai eu, j'ai eu plusieurs invités qui bossent sur des IP, justement. Bah, Thibaut sur les Bureaux des légendes, sur Batman, etc. pour faire vivre en live, du coup, des expériences liées à ces grandes franchises-là, ouais. C'est clair, Grandes, petites c'est d'ailleurs. clair. Ok. Question par rapport à toute justement cette carrière. Je te félicite d'ailleurs pour ça, comme mes autres invités. Et l'histoire du logiciel et tout ça pour moi est assez parlante. Mais comment tu progresses aujourd'hui par rapport à tout cet environnement bon, certes, tu vas là, il y a pas, tu rencontres des gens aussi, mais est-ce que tu as des sources en particulier d'infos, que tu regardes, que tu lis, des leaders d'opinion que tu aimes bien, des livres, enfin voilà, n'importe quoi. Comment tu progresses aujourd'hui? Alors, bah, la lecture, ça c'est clair. J'ai quelques bouquins, que ce soit à la fois sur le business, parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne énormément, plus que la partie créative. Donc ça c'est vachement intéressant. C'est comme ça que j'essaie de Par progresser exemple. aussi. Bah, là derrière, MBA, voilà, je- plan marketing, enfin il y a plein de choses comme ça, des sujets que, voilà, moi je viens de l'archi, donc je ne maîtrise pas forcément, je ne maîtrise pas du tout. Là, il y avait le salon entrepreneur à Paris, pareil, je vais sur le salon, c'est aller à des conférences, c'est aller à ce genre de choses pour essayer d'apprendre en fait d'autres entrepreneurs. Euh, il y a les bouquins, il y a effectivement après beaucoup sur Internet, hein, je me forme, j'essaie autant que possible, alors je prends des cours sur CGMA de temps en temps, pour justement améliorer les compétences en concept art, en graphisme, etc. Euh, mais effectivement, non, rester à l'afflux. Après, il y a énormément de newsletters, même la YAPA qui partage aussi sa propre newsletter avec l'actualité tous les jours, donc ça permet de suivre l'actualité. Il y a un site que j'adore, que je suis depuis quelques années, c'est Theme Parks avec un X à la fin. Et en fait, ça permet de suivre des chantiers dans d'autres parcs d'attractions un petit peu dans le monde. Donc, c'est toujours. C'est parfois des photos volées, c'est parfois des photos publiées par des personnes qui sont sur les chantiers et puis qui font pas attention et qui partagent des trucs sur les réseaux sociaux. Et puis,
Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, ils tombent dessus et du coup, ils partagent sur ce site. Mais en tout cas, pour moi, c'est intéressant parce que ça me permet de suivre les chantiers. Ah ouais, je viens de voir ça, ouais. Ah oui, c'est quoi ça? C'est l'extension de Disney à Paris? Ouais, tu peux sélectionner le projet qui t'intéresse. Tu as quelques infos sur les personnes qui sont impliquées sur le projet, sur le budget, Adventure la World. taille. Et puis, tu as des photos qui sont postées régulièrement qui te permettent vraiment de suivre l'avancement du projet. Donc, c'est extraordinaire. Génial. Ah oui, ça, ok, d'accord, je vois où c'est. Ah ouais, putain, c'est marrant. J'aime bien, je connaissais pas. Donc, themeparks avec un x.com. C'est ça. Themeparks pour les Français.com. Ok, trop bien. Bah écoute, on arrive sur la fin. Merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, une projection sur le futur, Morgane? T'es sur quoi en ce moment? Là, on est en septembre 2024. Alors là, maintenant, je travaille avec un parc que j'ai rencontré il y a pas longtemps en France. Donc, je suis content parce que ça me permet de pouvoir développer aussi quelque chose en France. C'est aussi important. L'international, c'est bien, mais l'idée d'être revenu en France, c'est aussi de pouvoir apporter mon expérience sur les parcs français. Et du coup, voilà, je travaille avec ça. Je travaille avec un partenaire au Moyen-Orient sur justement des IP, créer des expériences sur des IP, Warner Bros et compagnie. Ok. Et après, j'essaie de développer mes propres projets parce que travailler en freelance, c'est bien. Souvent, je travaille encore beaucoup en freelance. Mais du coup, c'est vrai que le temps, on facture notre temps, donc le temps où on ne travaille pas, c'est toute une problématique. Donc, j'essaie de développer mes propres concepts clés en main. C'est un petit peu le projet du moment et j'ai d'autres idées pour l'avenir, donc on verra ce qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, continuer d'être créatif et puis on verra. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. C'était un bel épisode avec des moments d'humilité, de sensibilité et d'autres de publicité. Je t'en remets. Je t'en remets. Ça, c'était Non, vraiment mais, volontairement. non, mais c'est moi qui suis taquin aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, c'était très cool de discuter de cette aventure du passionné jusqu'aux collaborateurs créatifs d'Europa Park et tous les autres projets derrière. Et puis, on va te suivre sur LinkedIn, surtout Morgane Fix, du coup, pour ceux qui sont là. Et puis, au plaisir de se croiser un jour un de ces quatre. Bah ouais, là, il n'y a pas Expo à Barcelone l'année prochaine, qui sait. L'année prochaine. Ou, Voilà, moi j'y en serai tout cas, normalement si on a bien avancé sur notre concept aussi. ça va le faire, ça va le faire. Yes. Merci beaucoup en Allez, tout cas pour salut. l'invitation, Merci. c'était un plaisir. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, HE2LO, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.